Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui, bon, vous l'attendiez, on le savait qu'elle allait arriver, qui continue et qui clôture même notre exploration 2.0 des sabbats, puisqu'on va parler cette fois-ci de celui qui arrive à grands pas, puisque c'est mercredi, techniquement. C'est le sabbat de Beltane. Alors que vous allez pouvoir trouver sous plein de graphies différentes. On va pas s'attarder dessus, vous allez le trouver sous le forme Beltan, Belten, Beltane, Beltwin, bref, voilà. Il y aura forcément quelqu'un pour vous dire que vous ne l'écrivez pas correctement et que ce que vous faites c'est vraiment dégueulasse et que vous êtes une honte et un parjure. Ça va arriver, on le sait, ça va arriver, on le sait. Bon, bref. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire que je l'écris pas correctement. Voilà, vous êtes méchants. Bref. Donc, on va revenir sur ce sabbat-là. Alors, il se trouve, on va revenir donc sur ses origines historiques, ou du moins ce qu'on en sait. Alors, il se trouve qu'on a de la chance pour une fois, parce que le sabbat de Beltane, contrairement à certains qu'on a passés cette année, il est mentionné relativement souvent dans les textes, en particulier dans les textes qu'on connaît le mieux, qui sont le calendrier de Coligny, qui, je vous le rappelle, est le texte le plus important, en tout cas le plus grand texte qui nous soit parvenu en langue gauloise et dans les légendes et la littérature celtique. Donc c'est quelque chose qui est mentionné assez souvent et dont on mentionne la date. Donc on est à peu près sûr de la date. On nous parle très souvent des calendes de mai pour nous parler du sabbat de Beltane, les calendes étant le premier jour du mois. C'est pas très difficile d'additionner 2 et 2 et de considérer que Beltane est donc bien au 1er mai. On a du bol, c'est mentionné souvent. Ben, c'est tout ce qu'on sait, voilà. Non, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu bien se passer. Cette fois, on avait des textes, on avait des sources différentes, on avait plein de sources littéraires, on avait plein de choses avec des éléments voilà, disparates, c'est pas toujours au même endroit. Bah non. Voilà. Alors si, on a une chose. On a une chose, heureusement, elle est toujours là pour nous sauver. On le sait, la reine, la déesse, l'inspiration, l'étymologie. Bon, on sait que le nom de Beltane est composé de deux termes, Bel qui veut dire lumière et Tain qui veut dire feu. On a donc la lumière du feu. Bon, on sait donc qu'il y avait un lien avec le feu. Bon, ça nous renseigne pas énormément sur d'autres choses, hein, c'est fort dommage, mais bon, on a quand même quelques racines, en particulier la racine Bel qui est souvent utilisée comme un théonyme qu'on va retrouver dans les noms des divinités, Bel évidemment qui a donné Belenus et Belenos, dans un substantif Belissama qui est probablement un adjectif qui est accolé à une divinité féminine. Bref, on a pas mal de choses et chose assez intéressante, c'est que ce terme-là de Bel semble avoir été un terme panceltique, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans absolument toutes les souches des peuples celtes au niveau contemporain, donc non seulement bien entendu dans les textes irlandais, qui sont ceux qui nous sont le plus connus, puisque ce sont les seuls textes littéraires qui nous soient parvenus, qui sont celtiques et pas celtes, on y reviendra, mais on en a aussi des mentions en Gaule. Donc on sait que c'était un terme qui était globalement utilisé dans toutes les déclinaisons des langues celtes. C'est dire son importance, c'est dire son caractère universel dans ce cadre-là. Et on a retrouvé une persistance assez intéressante de ce terme dans la langue, puisque même après la christianisation et avant ça, après la romanisation de la Gaule, on a quelques termes qui sont issus de cette langue-là, notamment le terme de Belin qui signifie sorcier ou enchanteur et qui a conservé un sens qui est probablement à aller chercher du côté de païens, en fait, donc d'adorateurs des anciens dieux du feu, notamment Bel en tête, hein, vous avez compris. Cela dit, eh bien, voilà, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait, voilà. On n'a pas de source celte sur le sabbat de Beltane. Bon, vous allez me dire, on a l'habitude. On a l'habitude, hein, on a vu ça depuis qu'on refait les sabbats. C'est dommage, on a eu l'espoir, c'est dommage. On a quelques sources celtiques, mais qui là encore sont très pauvres. Alors, on va faire un petit point sur ce qui est celte et sur... Ça commence bien, et sur ce qui est celtique. Ce sont deux adjectifs qu'on confond assez souvent et c'est un petit peu dommage. Quand on parle de quelque chose en disant que cette chose est celte, on veut signifier qu'elle est contemporaine du peuple celte, enfin des peuples celtes, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Par exemple, on va pouvoir parler de la religion celte, on va pouvoir parler de la civilisation celte, des peuples celtes, de l'armement celte, puisque ce sont les choses qui sont donc propres à un peuple
un panel de peuples qui est donc rattaché à une période historique et à une identité nationale, géographique, sociale, ethnographique, etc., etc. En revanche, tout ce qui est celtique, eh bien, ce sont des choses qui découlent des Celtes, qui découlent des peuples celtes, mais qui ne sont pas directement rattachés au peuple historique. On va donc par exemple parler aujourd'hui des pays celtiques, puisque bien, ce ne sont plus les pays tels que les ont connus les peuples celtes. On parle généralement, quand on parle des pays celtiques, on va parler de l'Irlande, on va parler de la Bretagne, de certaines zones de Grande-Bretagne également. On peut parler de musique celtique également, puisque voilà, c'est inspiré d'un folklore, etc., qui est en lien, bien entendu, avec la mythologie et avec l'histoire celte, mais qui n'en est pas directement issu. On n'a pas de traces de musique celte. On sait qu'ils pratiquaient pas mal d'instruments de musique, mais malheureusement, la musique ne s'écrivant pas, on n'a pas de sources qui nous permettent de la reconstituer à l'identique. On va pouvoir parler également de littérature celtique, puisque eh bien, la littérature celte en elle-même n'existe pas. Alors attention, on l'a déjà vu quand on a parlé des Ogham, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets par là, les Gaulois et les Celtes en général écrivaient. On n'est pas en train de dire que s'ils n'ont pas de littérature, ça ne veut pas dire qu'ils n'écrivaient pas. Ils écrivaient très bien, ils écrivaient en utilisant non seulement l'alphabet latin, mais également aussi l'alphabet grec, pour codifier leur propre langue. On a un peu plus tard employé les Ogham, mais c'est un autre sujet, je vous renvoie à la vidéo là-dessus, on va pas s'attarder, sinon la vidéo va faire 2 heures. Mais vous avez compris l'idée, seulement ils écrivaient sur des notions qui étaient des notions des textes de loi, des textes commerciaux en particulier, des épitaphes, des choses comme ça, quelquefois là on est plutôt dans une époque tardive, des textes magiques, notamment au niveau des tablettes de défiction, je pense par exemple à la tablette de Chamalières ou au plomb du Larzac, ce genre de choses-là. Mais cela dit, au niveau littérature, eh bien, on n'a pas de littérature celte, c'est-à-dire que tout ce qui a trait à leurs sagas, à leurs épopées, à leur mythologie, n'a jamais été couché par écrit du temps contemporain des Celtes. C'est quelque chose qui a été fait bien plus tard, en général par des scribes ou par des moines copistes, à l'époque médiévale, et donc bien des siècles après, et par des gens qui étaient chrétiens, qui n'étaient donc pas eux-mêmes des adorateurs des dieux qui sont décrits. Du coup, on a un prisme qui est légèrement déformant, sachant que toutes ces histoires, toutes ces légendes se transmettaient essentiellement par transmission orale. Du coup, quand on a affaire à la littérature celtique, effectivement, c'est une source qui est très intéressante parce que c'est la seule qu'on a, mais elle est à prendre avec des pincettes puisqu'elle est tardive et qu'elle est orientée, puisqu'elle n'est pas issue de la même culture. Donc il faut toujours prendre ça avec des pincettes. C'est important de le rappeler, et même si ça peut sembler jouer un petit peu sur les mots, eh bien c'est quand même important d'appeler les choses par leur nom, n'est-ce pas? Alors, on a quand même pas mal de textes qui mentionnent la fête de Beltane, et je vous l'ai dit, qui nous permettent de la dater. On a par exemple la courtise des mers, donc qui est un passage de l'épopée de Coroline, donc qui est un manuscrit dont le plus ancien qui nous soit parvenu date des alentours du XIVe siècle, sachant que on date approximativement la chute définitive de la civilisation celte en Irlande aux alentours du IVe siècle. Vous vous rendez bien compte que là, on est quasiment... Combien? 10 siècles après. Tout à fait, ça pique, ça fait beaucoup. Donc vous voyez le décalage, c'est quand même assez énorme. Bref, toujours est-il que dans ce mythe-là, on a donc le héros Cuchulainn qui essaye de courtiser Emer, comme le titre le laisse supposer, et en gros, qui se livre à pas mal de petites magouilles pour pouvoir épouser la belle de son cœur et pas sa sœur aînée, qui ne lui plaît pas plus que ça. Bon, après, voilà, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, comme disait Pascal, n'est-ce pas? Mais bref, l'idée n'est pas tellement à chercher là-dedans. Toujours est-il qu'ils emploient un langage qui est un petit peu codé, et ils nous parlent surtout de division du temps. Donc on a pas mal d'indications qui mettent notamment Beltane en miroir avec une autre fête qu'on connaît bien, qui est celle de Samhain. Je vous la mets par là si jamais... puisque, bon, petit rappel, c'est pas de saison, mais bon. Bref. Donc on a par exemple la mention que l'été commence à Beltane, que l'été s'étend de Beltane à Samhain et que l'hiver s'étend de Samhain à Beltane. Ce qui tendrait donc à nous prouver que Beltane se situe à un point opposé au sabbat de Samhain. Sachant que le sabbat de Samhain est daté aux alentours du 1er novembre ou du 31 octobre, eh bien en toute logique, dans la division du temps, pour Beltane, on se retrouve entre le 30 avril et le 1er mai.
ce qui est donc en adéquation avec les autres indications qu'on a dans des textes un petit peu plus tardifs qui nous parlent de Beltane en nous parlant des calendes de mai, comme je vous disais tout à l'heure, donc des premiers jours de mai. On nous parle également de feux bienfaisants à cette occasion-là, en particulier de 2 feux, en nous disant que les druides allumaient ces feux-là avec des incantations pour faire passer les troupeaux entre eux, pour les protéger en général contre les maladies, les épidémies, les mauvais esprits. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la plupart des textes en nous disant que les Celtes faisaient ça. On n'en a absolument aucune preuve, à part dans un texte du XIVe siècle. Beaucoup plus tardif, donc. C'est largement insuffisant pour fournir une preuve d'un rituel qui a pu exister. Alors, certes, vous allez me dire, on a une notion de feu, oui, c'est probable, peut-être, oui, c'est possible que ça a pu exister. Oui, je vais utiliser tous les synonymes possibles et imaginables, mais c'est très 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 loin d'être une source suffisante pour affirmer quoi que ce soit. En réalité, ces coutumes-là, ce sont des coutumes médiévales qu'on retrouve dans pas mal de folklore, pas mal de témoignages de l'époque médiévale, depuis le Haut Moyen-Âge, et c'est quelque chose qui est quand même pas mal teinté de mythologie chrétienne. Donc on fait attention et on prend avec pas mal de pincettes. Donc on a toujours cette idée effectivement du feu, de quelque chose qui va persister. On a une mention également de Beltane dans le glossaire de Cormac, bien entendu, qui nous confirme ça. Il reprend en fait ce qu'il a lu dans la courtise des mers, en nous disant qu'on avait un feu purificateur qui était employé pour la magie, pour les incantations, et qu'on y protégeait les troupeaux en les amenant à proximité, mais on n'a absolument aucune autre mention qui pourrait nous indiquer un quelconque rituel. Ça rattache Beltane, là encore, à des festivités agraires. Or, on sait que c'était beaucoup moins simple que ça, et que la festivité, à l'origine, devait avoir une vocation bien plus complexe et bien plus profonde que ça. On sait aussi que dans certains textes, on nous parle notamment sur la légende des Fianna, donc qui sont des héros, des sortes de demi-dieux irlandais. On sait que les Fianna logeaient parmi les hommes de Samhain à Beltane pour retourner dans les tertres de Beltane à Samhain. Donc on a encore cette idée de se servir de Beltane pour diviser l'année en 2 parties. Ça, c'est un concept qui est effectivement très celtique, puisqu'on a une moitié sombre, une moitié claire, une saison d'été, une saison d'hiver. On a donc bien l'idée d'avoir 2 sabbats qui sont opposés et d'avoir un sabbat de Beltane qui ouvre une saison claire et chaude et un sabbat de Samhain qui ouvre une saison froide et sombre. Ce qui nous a permis d'affiner la datation. Du coup, on a vraiment cette idée d'un jalon, d'un moment clé de l'année qui devait par conséquent être assez important. Malheureusement, on n'a pas vraiment de mention de ce qui était fait de manière historique. Alors, effectivement, il y avait très probablement, comme son nom l'indique, un rituel du feu qui était central. Alors, cette coutume a sans doute dérivé ensuite vers les coutumes paysannes dont on parlait tout à l'heure, de faire passer les troupeaux entre 2 feux pour les protéger ou les purifier. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les festivités de la Saint-Jean. Donc c'est une notion qui est assez liée à l'été, puisque le feu étant un écho du soleil, on a cette idée d'un passage, on fait traverser donc le bétail entre 2 feux, on le fait passer dans une porte solaire en quelque sorte pour le bénir. Donc on a cette idée-là d'un feu purificateur qui peut se retrouver dans plusieurs moments de l'année et qui n'est donc pas propre à Beltane. Il est donc assez peu probable que ça ait été le pivot de la célébration, même s'il est possible qu'il ait été intégré à ça. Mais toujours est-il que on a des petites traces, on a des petites notions. On a également eu des tentatives de montrer qu'il était possible également que le feu de Beltane ait pu être utilisé à des fins un petit peu plus sombres. Alors tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait forcément des sacrifices à ce moment-là. Ça, c'est une certitude, puisque les grandes célébrations impliquaient forcément des sacrifices, dans le terme rendre sacré. Donc on ne parle pas forcément de sacrifices humains, ni même de sacrifices animaux, même si certes il y en a eu, mais les sacrifices pouvaient prendre des versions, des visions et des variantes bien différentes. Forcément, on peut avancer avec une relative confiance l'idée que les festivités de Beltane s'ouvraient, comme celles de Samhain, par un sacrifice.
Alors celle de Samhain, on en a des mentions écrites, celle de Beltane, non. Cela dit, étant donné que les fêtes sont souvent mises en miroir et constituent toutes les deux une transition vers la moitié soit sombre, soit claire de l'année, on est quand même en droit d'imaginer qu'il était possible que les célébrations se soient répandues d'une manière ou d'une autre. Répondu, pas répandu. Je sais que je prononce pas toujours très bien, mais vous avez compris, il y a peut-être une idée d'une structure au niveau de la célébration qui a pu être semblable à défaut d'être identique. Bon. Là encore, on y va avec des pincettes. On y va quand même toujours avec prudence. Sachant qu'en plus, effectivement, l'ouverture de la saison claire peut laisser indiquer que c'était peut-être également le signe du démarrage des travaux des champs, de la saison également martiale. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Hein. On a cet hivernage, cette mise en repos durant l'hiver où les conflits cessent et les conflits reprennent dès que les beaux jours reviennent. Parce qu'on n'est quand même pas des bêtes, on va quand même pas aller se battre quand il fait froid. Non, les lois de la guerre, des fois, c'est un peu mystérieux. Mais bon, écoutez, non, c'est une ambiance. C'est une question d'ambiance. C'est quand même plus sympa d'aller se battre au soleil. Hein. Les armures utiles mieux. Bref, vous avez compris. Mais alors, on a des notions et on a des hypothèses. On a notamment un rituel qui est décrit dans la guerre des Gaules, donc qui a été composé par Jules César, et qui n'est pas daté, mais qui est un rituel qui a fait couler beaucoup d'encre. Pas toujours dans le bon sens d'ailleurs. Mais il nous parle d'une habitude donc des Gaulois de faire brûler dans des énormes mannequins de paille et de branchage des prisonniers de guerre, des indigents, des personnes atteintes de maladies graves et d'en faire des sacrifices. Donc de faire un sacrifice humain par le feu. Alors, effectivement, c'est une image qui est relativement brutale, qui est possible. C'est quelque chose qui est... bon, après, il ne faut pas... Évidemment, là encore, le texte de Jules César, on le prend avec d'énormes pincettes. Déjà parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas été un observateur complètement impartial, que son idée c'était quand même de faire rayonner la gloire de Rome et par conséquent de montrer les adversaires comme étant très solides et très méchants parce qu'on les a vaincus et on est encore plus solides et encore plus méchants qu'eux. Il suffit de voir la description qu'il a fait des Germains pour son... Bref, vous avez compris. Mais on a aussi le fait que ce texte-là, eh bien, on n'a pas non plus une version contemporaine de Jules César. La version qu'on a est une version qui est tardive de plusieurs siècles, encore une fois, et qui a donc pu subir pas mal de déformations au fil du temps. Et l'être humain ayant toujours aimé le drama, l'horreur, le sang, les tripes, on peut se demander dans quelle mesure ce texte n'aurait pas été un peu dramatisé, enjolivé. Bref. Toujours est-il qu'il nous fait cette mention-là de victimes humaines dans le cadre d'un rituel druidique par le feu qui était enfermé dans des mannequins de paille et jeté dans les flammes. C'était festif. Non, c'est festif. Moi, personnellement, j'aurais quelques candidats, mais après, voilà. Bon, il faut dédramatiser. Hein. Le sacrifice humain a été utilisé dans toutes les religions. Voilà, on aime bien se dézinguer, que voulez-vous que je vous dise, hein, c'est comme ça. Enfin, toujours est-il que ce festival, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, n'est pas daté dans les écrits de Jules César. Cela dit, plusieurs auteurs, notamment Christian-Joseph Guyonnewerck et Françoise Leroux, ont émis l'hypothèse qu'il avait peut-être lieu à Beltane et qu'il pouvait constituer éventuellement l'ouverture de ce sabbat pour plusieurs raisons. La première, évidente, puisque ça fait intervenir le feu. La seconde, que ça permet d'invoquer les dieux pour des opérations de grande envergure, notamment si on redémarre les saisons agraires qui sont plutôt suggérées avec le fait d'avoir un mannequin en paille tressée. On a cette idée qu'on retrouve également, on l'a vu quand on a parlé de Lunasa dans les cages à esprit. Et on a également le fait qu'en immolant des prisonniers de guerre, eh bien, c'était peut-être également un signe du démarrage de la saison martiale. Là encore, bien entendu, ce ne sont que des suppositions qui sont relativement pertinentes et intéressantes, mais qui ne constituent en aucun cas des preuves. Donc là encore, on est au conditionnel, mais vous avez compris, de toute façon, quand on parle des fêtes celtes, on est fatalement au conditionnel. Voilà. Alors tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas grand-chose au final. Voilà, voilà. Ça fait 19 minutes que je vous explique qu'on sait rien sur Beltane. Voilà. C'est un concept, hein,
cette exploration 2.0 des sabbats, hein, vraiment. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que, effectivement, la fête celte à l'origine, eh bien, va conserver son mystère, n'est-ce pas? À moins de trouver une DeLorean qui puisse nous emmener jusque là-bas. Cela dit, ce qu'on sait en revanche, c'est que le folklore qui en a découlé, il est assez intense. Et comme généralement rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme pour paraphraser Lavoisier, il est fort possible que tout le folklore qu'on a retrouvé jusqu'au 18e, 19e siècle aux alentours donc, des festivités du 1er mai puisse avoir découlé assez librement des festivités originales de Beltane. Donc, ce qui permet de faire quelques petits ponts. Mais là encore, on y va avec beaucoup de prudence. Alors, ce qu'on retrouve aujourd'hui généralement, et quand on parle du folklore, là, on est sur le 18e, 19e siècle, en particulier dans les pays, dans les îles britanniques. On retrouve généralement des rassemblements populaires avec pas mal de jeux, de divertissements, des danses, des chants, de la musique. Généralement dans des lieux assez importants, souvent en extérieur, souvent dégagés, parfois avec des pèlerinages et des processions. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve assez souvent, notamment à Tara, hein, en Irlande, qui était le haut lieu d'élection du haut roi, là où se trouvait la pierre de Fal notamment. On a également le fait que le 1er mai ait pris une importance, enfin, gardé une importance assez prépondérante dans nos calendriers. C'est une date administrative et sociale qu'on retrouve dans quasiment toutes les cultures européennes, occidentales et dans les îles britanniques. Donc c'est assez marquant pour être remarqué du coup. Ouais, c'est répétitif, vous avez compris. Toujours est-il qu'on retrouve très souvent des coutumes comme par exemple le paiement des droits de pâture, le paiement des loyers, les baux de fermage. C'est aussi le moment où on embauchait les ouvriers agricoles, où on allait pouvoir bouger les exploitations. Bref, on a pas mal de choses qui ont trait avec l'évolution du monde agraire, ce qui pouvait laisser supposer qu'il y avait peut-être une notion agricole dans le festival originaire de Beltane. On a également pas mal de pratiques de divination populaire qui reviennent assez souvent, où on va rechercher des présages, où on va essayer de voir ce que nous réserve l'été, en particulier pour voir si les récoltes seront abondantes, si les jeunes filles vont trouver de quoi se marier, c'est très moche dit comme ça, pardon. De qui se marier, avec qui se marier, bref. Bon, c'est des préoccupations qui aujourd'hui nous semblent un petit peu désuètes, mais c'est quand même quelque chose qu'on a trouvé assez longtemps. Pour voir si on allait pouvoir bénir, protéger la maison, les cultures, le bétail. Donc on a tout un panel de petites pratiques comme ça qui permettent de voir ce que l'été a à nous réserver, puisque souvent c'est une saison dans laquelle on place beaucoup d'espoir. Autant on a des divinations à Samhain qui sont plutôt des divinations qui cherchent à éloigner les craintes, éloigner la peur, puisque l'hiver est une saison difficile, une saison de privation. On cherche à savoir si on va survivre et si on va survivre dans de bonnes conditions. Autant à Beltane, on est plutôt dans l'idée, on va rechercher ce que l'été a à nous apporter de bon. Donc on est dans des divinations qui sont plutôt légères, qui sont plutôt agréables et qui sont là pour nous montrer quel cadeau on va recevoir de la belle saison. Est-ce qu'on va rencontrer un Fergus frétillant dans la forêt? Bref. Donc si vous n'avez pas suivi une année en magie, Fergus c'était le nom qu'on donnait par défaut à tous nos êtres aimés, qu'ils soient d'ailleurs, quel que soit leur genre et quel que soit leur sexe d'ailleurs, Fergus, bref. C'était également un bon moment pour la cueillette des plantes, pour des raisons évidentes tout simplement, puisque il y en a à cette époque, notamment des orties par exemple, qui étaient généralement des plantes qui étaient utilisées pour des vertus médicinales, mais aussi alimentaires, voire textiles, qui pouvaient apporter chance et protection, généralement pour se protéger des mauvais esprits, des malédictions, des sortilèges malveillants, des gens mal intentionnés, du mauvais œil, de toutes ces petites choses-là, là encore pour passer un été serein, bien entendu. Donc on a cette idée de la nature qui est en train de nous prodiguer le meilleur d'elle-même, et d'avoir envie d'aller en profiter du coup, ce qui est tout à fait humain. On a évidemment pas mal de choses autour du feu, mais pas seulement, aussi autour de l'eau, qui est son élément opposé et complémentaire. Donc on a ces deux choses-là qui s'équilibrent et qui s'harmonisent. On a pas mal de formules de magie des campagnes des 18e et 19e siècles qui font appel justement à cette dualité entre l'eau et le feu, avec pas mal de références notamment à la rosée.
Donc la rosée de mai, qui est cette pluie céleste en quelque sorte, qui se dépose sur les végétaux les petits matins de printemps, qui en fait est due à la condensation de l'air, enfin de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air à cause des variations de température entre la terre et l'air. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on a fait un gros dossier sur ce sujet dans le numéro d'une année en magie. Vous trouverez les liens en description si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de nous rejoindre. Vous pouvez en profiter d'ailleurs parce que si vous regardez cette vidéo à sa sortie, eh bien la date butoir d'inscription pour recevoir le numéro de mai n'est pas encore passée. Donc si vous voulez entendre parler de la rosée de mai et de tout ce qu'on peut faire avec, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, n'est-ce pas? Donc on a toujours voilà, cette idée d'un festival du feu, mais qui est très marqué par la présence de l'eau, ce qui peut s'expliquer également par la date et par le fait qu'on ait des temps très ensoleillés qui commencent à être un peu plus chauds, mais des pluies fréquentes, donc avec une belle harmonie, un bel équilibre entre deux éléments opposés et complémentaires. On a également une très grande référence, en particulier à partir des 16e, 17e siècles, à l'influence de Faerie, donc à tout ce qui va être des esprits des lieux, des esprits des fées, des naïades, des dryades, des roussalki. Là encore, on en parle dans Une année en magie, si jamais ça vous intéresse. Donc des personnages surnaturels, soit pour les éviter, parce qu'ils sont particulièrement farceurs à cette période de l'année, puisqu'ils sont en liberté. Il faut bien aussi qu'ils s'amusent un petit peu, hein. Ils s'amusent souvent aux dépens des mortels, soit carrément pour s'attirer leur faveur, voire une romance, pourquoi pas. Ça finit souvent mal, hein. Je préfère vous prévenir, si vous avez envie d'aller courir la Roussalka, méfiez-vous parce que généralement vous allez finir avec une mélancolie pathologique qui vous suivrait jusqu'à la fin de vos jours. Je dis ça, je dis rien, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Bref, toujours est-il qu'on retrouve pas mal de ces considérations-là, mais ce sont des considérations qui sont modernes, qui font partie donc, qui sont même contemporaines, hein. Si on est au XVIIIe siècle, on est à l'époque contemporaine, on n'est plus à l'époque moderne, donc qui sont des choses qui sont très 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 postérieures à tout ce qu'on a pu connaître dans les festivals celtes. Alors bien entendu, il y en a qui font des ponts en se disant que les créatures féeriques sont des héritages des divinités celtes qui étaient censées résider dans les tertres. Donc on a cette idée de monde souterrain qui est parallèle au nôtre. Certes, c'est possible là encore, mais allons-y avec moult prudence, s'il vous plaît. On a également pas mal de rituels aujourd'hui qui sont des rituels de fécondité, fertilité, qu'on retrouve notamment alors, dès le 18e, 19e siècle, là encore, où on fertilisait les champs par diverses pratiques, des pratiques qui étaient tout à fait acceptables pour certaines et beaucoup plus grivoises pour d'autres, n'est-ce pas? Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Mais on retrouve assez souvent dans les textes l'idée qu'on partait avec son Fergus ou sa Fergus sous le bras pour aller s'en donner à cœur joie dans un champ ou dans un bois. Bon, ça évidemment, c'est du folklore et ce sont des choses qui sont relativement fantaisistes et qui ne sont pas vraiment documentées. Faut pas oublier que globalement, c'était quand même assez malvenu d'aller s'envoyer en l'air dans un bois avec le premier venu, même au 19e. Hein. Voilà, on va prendre avec prudence, là encore. Cela étant dit, que ça ne vous empêche pas de vous amuser à Beltane. Après tout, on est dans l'idée de faire revenir la belle saison, donc de faire revenir les époques de fertilité et de fécondité. Ça peut sembler pertinent, effectivement, d'aller s'amuser dans ce genre de cadre-là également. Donc on a donc cette idée pour résumer tout ce qu'on vient de dire, de l'entrée dans une belle saison, de l'entrée dans la moitié claire de l'année, d'aller vers quelque chose qui va être plus lumineux, plus propice, plus facile à vivre aussi, même s'il y a du travail, même s'il y a de l'incertitude. On a laissé derrière nous les scories et les douleurs de l'hiver. Le meilleur de l'année se profile à l'horizon, on va donc essayer de le rentabiliser au maximum, et bien dans l'optique de survivre à l'hiver suivant. On est toujours dans cette idée, c'est pour ça que je suis toujours très amusée quand je vois des publications ou des gens qui disent « Ah, on devrait faire comme nos ancêtres et vivre dans l'instant au lieu de se projeter en permanence ». Eh bien non, quand on regarde le folklore, on se rend compte que nos ancêtres faisaient encore pire que nous et se projetaient tout le temps en avant, puisque si on improvise en permanence, eh bien on décède, hein, tout simplement, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Après, vous faites ce que vous voulez.
Donc voilà en tout cas tout ce qu'on peut retrouver sur le sabbat de Beltane. Alors évidemment aujourd'hui on a plein de traditions. Alors vous allez me dire mais elle n'a pas parlé du mât de mai. Non, je n'ai pas parlé du mât de mai, non effectivement, puisque là encore c'est une notion, alors je vais en parler du coup, mais c'est une notion qui est très contemporaine avec l'idée d'ériger un mât de mai, un grand poteau vertical sur lequel on va accrocher des couronnes de fleurs et des rubans avec des danseurs et des danseuses qui tournent autour pour enrouler les rubans autour du mât. Évidemment, là, on est en plein dans le symbole phallique, hein, on va pas se mentir, on va pas y aller par quatre chemins, avec le symbole d'union du masculin, du féminin, par conséquent, l'image sexuelle qui est autour des cérémonies de fécondité-fertilité. On est clairement là-dedans, mais on imagine assez mal les Celtes faire ce genre de choses. Ou en tout cas pas sous cette forme-là. Donc là encore, c'est une pratique qui est certes historique, mais qui est beaucoup moins ancienne que ce qu'on veut nous laisser croire par rapport à ça. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même toujours pratiqué, mais voilà, il faut quand même le prendre un petit peu avec des pincettes. Aujourd'hui, bien entendu, les festivités de Beltane vont intégrer pas mal de choses qui sont issues donc de ce folklore-là, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je suis malheureusement en mode Marie-Antoinette. Je vous la mets là si jamais ça vous intéresse, si jamais vous supportez de me voir parler dans un mauvais micro avec une mauvaise caméra et la tête coupée. Cela dit, le texte est toujours d'actualité. Bref, je vous renvoie à ça. Aujourd'hui, j'avais surtout envie qu'on revienne sur les origines historiques. Vous avez vu que c'était quand même assez maigrichon, mais qu'on a pu rassembler quelques petites choses et débunker quelques idées reçues. Si vous avez des compléments à apporter ou des questions, n'oubliez pas que l'espace commentaire est là pour ça, à condition de le faire dans la joie, la bonne humeur, la politesse et la bienséance, toujours. On est toujours bienveillant avec les autres, n'est-ce pas? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, un commentaire ou à la partager. Ça aide au référencement de la chaîne et ça m'aide beaucoup à travailler. Bien entendu, si vous voulez me soutenir plus activement et faire en sorte que la chaîne puisse continuer d'exister, vous pouvez me laisser une petite donation, un petit pourboire sur Ko-fi. Et si vous voulez aller encore plus loin, rejoindre le programme Une année en magie, où je vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages autour de thématiques diverses pour vous permettre de pimper un petit peu votre magie au quotidien, et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois. Vous connaissez la chanson. D'ici la prochaine vidéo, prenez un grand soin de vous, passez un très joyeux Beltane, amusez-vous, faites du feu, en sécurité toujours, puis amusez-vous avec vos Fergus parce que quand même c'est important, portez-vous bien et surtout plus que jamais, restez magiques. À très vite, bye.